Hold'em Masterclass numéro 42. Bluffé à la suite d'une contre-attaque pré-flop. Dans le cadre des tactiques de contre-attaque, nous allons voir un coup où le joueur qui relance pré-flop profite de son image de joueur solide pour bluffer son adversaire en fin de coup. La contre-attaque consiste à ouvrir, à relancer ou à surrelancer dans le but d'obtenir un avantage, soit de grossir le pot pour rentabiliser le coup, soit de limiter le nombre d'adversaires pour protéger sa main. Nous nous trouvons dans le tournoi mensuel d'un grand cercle parisien. Il y a eu 160 inscrits à 100 € chacun. Le niveau des blindes est de 100-200, la moyenne des tapis est de 8000 environ, et il reste 3 tables. Nous jouons au siège numéro 5, donc en plein milieu de parole. Nous possédons un tapis de 11 000, le deuxième de la table. Notre image est à la fois agressive et serrée, et comme nous sommes un habitué des lieux, nous sommes connus de la plupart des joueurs du tournoi. Nous recevons la main 6-6. C'est une petite paire, donc un jeu potentiel qu'il ne faut absolument pas surévaluer. Il faut la manier avec précaution. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'elle est classée seulement 48e sur les 169 mains possibles, et que, comme toutes les paires servies, elle ne fait brelan au flop que dans près de 11% des cas, soit une fois sur 9. Le premier joueur à parler relance à 600, nous relançons à 1500, le surblind paye les 1000 supplémentaires et le premier relanceur paye aussi. Patrick est le premier à parler et il décide de relancer à 600, soit 3 fois le surblind. C'est un joueur que nous connaissons bien. Il est hyper agressif, il adore relancer en début de parole, même avec un jeu faible. Avec notre petite paire, nous avons 3 possibilités. Soit jeter notre main, et c'est à coup sûr ce que ferait un joueur conservateur en attendant un coup moins dangereux. Soit suivre, mais ce serait une erreur manifeste, car si quelqu'un relance ensuite, nous sommes dans l'impossibilité de payer. Soit relancer, qui est la troisième solution, et elle serait meilleure car elle nous donnerait une force pour la suite du coup. Cela nous permettrait de jouer le tête-à-tête contre Patrick, que nous connaissons bien, et en plus, notez que Patrick a un tapis bien inférieur au nôtre, donc il sera gêné dans ses mouvements. Nous décidons de relancer à 1500 comme si nous possédions une grosse main de type As-Roi ou grosse paire. Tout le monde passe, sauf le surblinder qui suit, et Patrick qui suit aussi en misant les 900 complémentaires. Le pot contient 4600. Le flop contient 2 As et un 2, en 2 couleurs. Flop difficile car il ouvre des possibilités de brelan et de tirage à couleurs. Mais flop difficile ne veut pas dire flop injouable. En ce qui nous concerne, nous avons 2 paires As-6, mais n'oublions pas que nous avons aussi autre chose, à savoir que notre main est vue de l'extérieur comme étant de type As-Roi. Bernard check, Patrick ouvre à 1500, nous payons les 1500 et Bernard passe. Nous voyons le check de Bernard comme un check sincère, vu le flop, sauf s'il possède une paire de 2 qui lui donnerait un full bien improbable, ou un As, lui aussi improbable. Patrick attaque d'emblée au lieu de nous laisser ouvrir, c'est ce qu'on appelle un block bet. La présence des As au flop le renforce dans cette action puisqu'il lui suffit d'ouvrir pour nous faire croire qu'il a déjà le brelan d'As. Ce faisant, il est conforme à son image de joueur hyper agressif. Que faire maintenant ? Patrick a ouvert à 1500, c'est une petite ouverture sur un pot de 4600. Nous savons qu'il a peut-être un gros As comme As-Roi ou As-Dame, mais aussi qu'il peut avoir Roi-Dame, voire un As avec petit kicker. Si nous passons, nous perdons l'avantage. Si nous passons, nous perdons l'avantage de la relance pré-flop. Relancer ici est possible, mais comme nous sommes pris en sandwich, nous courons le risque d'une relance à tapis, non pas d'un, mais de 2 joueurs. Nous pouvons aussi payer simplement, ce qui nous coûterait peu, puisqu'à cet instant, le pot contient déjà 6100 et que nous avons juste 1500 à ajouter. Si nous décidons finalement de payer, ce n'est pas dans l'idée de toucher un full à la turn, puisque seules 2 cartes nous donnent ce full, ce qui est évidemment trop peu. C'est dans l'idée que comme il est probable que Patrick n'ait pas de brelan d'As, ou alors un petit brelan d'As, en nous contentant de payer, nous lui disons que nous n'avons pas peur de lui, et que nous voulons le maintenir sur le coup. Ce faisant, nous inversons la menace de l'enchère. Ce n'est plus lui qui attaque, c'est nous qui le menaçons en nous mettant à son niveau d'enchère. Après nous, Bernard passe, et le pot contient 7600. La turn est la dame de cœur. Avec 4 cartes de 3 couleurs différentes, le tirage à couleurs est toujours possible. Le tirage à quinte ventrale aussi, de même que le full et le carré.
Patrick ouvre à 1200, nous relançons à 3000 et Patrick passe. Patrick décide une fois de plus d'attaquer le coup, mais cette fois, il n'ouvre qu'à 1200. De notre point de vue, cette ouverture réduite peut signifier trois choses. Soit il veut nous neutraliser au cas où nous aurions payé dans l'espoir de toucher une turn qui nous arrange. Soit il veut se maintenir à bon compte, soit il craint la relance de notre part. Nous pensons qu'il s'agit de la troisième solution, la relance de notre part, chose qui craindrait par-dessus tout. En effet, cette dame est providentielle pour nous. Nous avons joué comme si nous avions As-Dame ou As-Roi depuis le début. S'il a un As avec un petit kicker, il est normal qu'il attaque pour nous tester. Attaquer à 1200 seulement peut montrer qu'il s'agit d'un test, un bet fold. Il sait au moment où il ouvre qu'il ne paiera pas la relance quoi qu'il arrive. Fort de cette analyse, nous devons relancer, et pas seulement au double, car il pourrait payer. Nous relançons donc à 3000. Et sans attendre une seconde de plus, Patrick jette sa main avec un geste de dépit, et nous gagnons le pot. Ce cours montre deux choses essentielles. La première, c'est qu'une attaque pré-flop permet d'avoir un ascendant sur l'adversaire pour tout le reste du coup. Si Patrick jette sa main après la dernière relance de François, c'est parce que la surrelance pré-flop rend probable le As-Dame ou le As-Roi chez lui. Il est essentiel de comprendre que dans ce cadre, l'attaque pré-flop est un avantage non seulement à l'échelle du tour d'enchère, mais aussi à l'échelle du coup dans son entier, quand on affronte des joueurs assez évolués pour rétro-analyser la totalité du coup mentalement. L'autre enseignement, c'est que la personnalité de l'adversaire est centrale. Ici, François sait que Patrick est un agressif. Il sait qu'il est capable d'une relance pré-flop UTG en ayant autre chose qu'une main de première qualité. Patrick peut relancer avec une paire moyenne ou un as mal accompagné. Si Patrick avait été identifié comme moins fantasque par François, ce dernier n'aurait pas suivi ni relancé l'ouverture pré-flop de Patrick. Il aurait passé tout simplement. Alors finalement, quelle était la main de Patrick ? Quand il a passé à la turn, il a jeté ses cartes face ouverte. Il s'agissait d'un as et d'un 5, comme vous le constaterez vous-même en cliquant sur ces cartes si vous revenez en arrière dans le coup. L'analyse de François était donc la bonne. Patrick a bien floppé le brelan d'as, mais le kicker était tellement faible qu'il a dû jeter ses cartes ensuite car il s'est senti battu. Pour la petite histoire, François a abattu sa paire de 6 et Patrick s'est absenté de la table pendant un bon quart d'heure pour se remettre de cet échec cinglant.